ce Statch, on baisse la musique. Bienvenue tout le monde dans ce Statch de NXT, et enfin de ce Statch dans lequel on va récapituler NXT et AEW Dynamite. Mon fauteuil ne roule pas du tout. Ok, super, c'est génial. C'était pas la soirée. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Vous aurez l'occasion de me dire ce que vous en avez pensé en utilisant les messages mis en avant. Mais j'ai trouvé que c'était pas une super soirée, d'un côté comme de l'autre. Là, pour le coup, il n'y a pas eu de... Les deux émissions ont eu C+, et C+, à NXT et à Dynamite, c'est pas fifou. Mais allons-y, rentrons dans le détail, puisque je vois que vous êtes 0. L'épisode d'NXT s'est ouvert sur le premier match, la première demi-finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Donc nous avons eu MSK contre Legado del Fantasma. Le match était très sympa parce que les deux équipes sont très athlétiques. Le truc, c'est que le match a été handicapé par le fait qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire, ou que cette histoire n'était pas très très claire. C'est-à-dire que MSK, je sais pas vraiment qui c'est, je sais pas vraiment ce qu'ils veulent, je sais pas quel est leur personnage. Les gars de Fantasma, ça faisait un peu heel contre heel, parce que, alors je sais bien que MSK ils sont pas censés être heel, mais ça faisait quand même un petit peu heel. La musique est encore un peu trop forte. Ah là là, je baisse la musique, excusez-moi. Ah, normalement c'est censé être bon. Ah bon, écoutez, les aléas du direct. Mon souci avec ce match, c'est que les Legado del Fantasma ont maîtrisé l'essentiel du match, et à la fin, c'est MSK qui ont gagné. Et j'avais l'impression d'entendre J'avais l'impression d'entendre le public les huer à la fin, et c'est un peu l'impression que ça donnait. Ça donnait vraiment l'impression que on savait pas trop pour qui être. On savait pas trop. Il y avait mauvaise dynamique. J'avais l'impression voilà. J'ai mis un B- à ce match. B parce que les deux équipes étaient impressionnantes, et voilà, beaucoup de spots qui ont bien fonctionné. Mais c'est très handicapé par le fait que narrativement il se passe pas grand chose. Ensuite, on a eu une promo de Mercedes Martinez pour préparer le triple menace de ce week-end. Donc, vous le savez, ce week-end, on va se faire des pronostics pour NXT TakeOver Vengeance Day dimanche midi, et le bilan lundi midi. En l'occurrence, Mercedes Martinez nous apprend qu'elle est revenue à NXT pour gagner le titre féminin, et que le règne de Io Shirai s'achève dimanche. Petit spoiler concernant mes pronostics, je ne pense pas. Ensuite, on a eu un match Xia Li contre Cora Jade, donc là, une nouvelle arrivée à NXT. Dès le début du match, Kacy Catanzaro et Kayden Carter étaient aux abords du ring en train de dire « Non mais Xia Li, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi !» Alors qu'elle faisait rien de particulier. Elle venait juste de finir son entrée, c'était pas... Mauvais timing. Mauvais timing pour faire ce genre de réflexion. Xia Li gagne en une poignée de secondes, et après, elle commence à piétiner la gueule de Cora Jade, et c'est là que c'était pertinent que Kacy Catanzaro et Kayden Carter interviennent pour dire non, c'est pas toi, bref. Voyant que Xia Li est insensible à leur supplication, Kayden Carter va voir celle que nous a présentée la semaine dernière, ou était-ce la semaine d'avant? Je crois que c'est la semaine dernière, comme Tiancha, celle que vous pouvez voir au fond, là, celle qui est sur son fauteuil, là, tout au fond, en haut de la rampe. Qui est l'espèce de figure fantomatique qui domine Xia Li et Boa depuis qu'ils sont revenus à NXT là, il y a quelques semaines. Xia Li intervient et jette Kayden Carter du haut de la rampe parce qu'elle n'a pas à parler à Tiancha. Tiancha lève la main comme ça pour dire ça veut dire pète une gueule. Xia Li hésite sur le coup, elle n'a pas très envie. Du coup, Tiancha attrape Boa par la gorge comme ça et commence à l'étrangler. Du coup, Xia Li descend la rampe et va casser la gueule de Kacy Catanzaro. J'ai mis un B à ce segment. J'aime bien cette histoire. J'ai hâte de voir où ça va. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça patine un peu, mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se construit.
et j'ai hâte de voir où ça va aller. J'aime bien l'idée. Ensuite, ça me fait rire sur le coup. William Regal, on interroge William Regal, je sais plus à quel sujet, et il dit excusez-moi, maintenant j'ai du travail. Il ouvre la porte de son bureau, et à l'intérieur de son bureau, il y a Scarlett, et il y a quelqu'un dans le public qui fait oh. Ça m'a fait rire, parce que ça fait vraiment excusez-moi, j'ai du travail. Donc Scarlett est là parce que elle veut que parce que Karrion Kross veut avoir son match contre Santos Escobar la semaine prochaine et William Regal accepte. Chouette, ça va être un massacre. Ensuite, j'ai adoré ce segment. Alors, The Way sont dans le ring. Johnny Gargano prétend ne pas pouvoir marcher parce qu'il a une écharpe à son bras. Il a même pas de plâtre, il a vraiment juste son bras dans une écharpe. Merci beaucoup pour ton abonnement, Huoran. Donc Johnny Gargano a son bras dans une écharpe et alors du coup il peut pas se déplacer. Du coup c'est Austin Theory qui le porte comme un gros bébé, qui le met sur une chaise roulante. Pauvre Johnny Gargano, lui qui déteste les roues, il est dans une chaise... les roues ROUES. Il est dans une chaise roulante, mon dieu, comme c'est... Merci beaucoup pour ton abonnement, Pablo DBST. Comme c'est humiliant pour ce pauvre Johnny Gargano... Ah, mince, excusez-moi, le chat est en mode abonné seulement. Je m'interromps une seconde parce que... Alors, ok. Non, c'est pas normal que le chat soit réservé aux abonnés. Bougez pas. J'ai voulu ajouter des trucs. Et du coup, j'ai merdé. J'ai merdé le... Je vais changer ça. Je vais changer ce paramètre-là. Alors... Et ferme ta gueule, moi. Alors, comment est-ce qu'on fait c'est ici. Hop là, je quitte le truc. Voilà. Et là, normalement, vous êtes bon. Vous pouvez parler. Alléluia. Ils peuvent parler. Et du coup, les pauvres Uoran et Pablo DBST, ils ont pris un abonnement. Je leur ai extorqué un abonnement. C'est pas bien. Excusez-moi, désolé. Je vous trouvais très silencieux. Je m'étais dit, c'est parce qu'on est jeudi midi, d'habitude il n'y a pas beaucoup de monde. Mais là, c'est vrai qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde du tout qui parlait. Voilà. Merci beaucoup. Et désolé du coup pour ceux qui ont pris un abonnement pour pouvoir me faire passer le message. Voilà. Johnny Gargano explique donc que Kushida lui a cassé le bras, lui a fait 4 fractures au bras. Et que du coup il ne peut pas défendre son titre nord-américain à TakeOver. William Regal arrive et dit que c'est n'importe quoi, que l'équipe médicale de NXT a dit que Johnny pouvait défendre son titre samedi, ce à quoi Johnny Gargano répond non, moi j'ai vu mes médecins à moi ils disent que je peux pas. D'ailleurs j'ai la preuve que je suis blessé. Il montre une image il montre des rayons X sur l'écran géant et on voit effectivement tous les bras, tous les os de cette partie du bras. Je vais pas. J'ai envie de dire humerus et cubitus, mais je suis pas sûr du tout. Cassé en 2 endroits chacun. William Regal fait remarquer que le R sur le rayon X, ça veut dire right, donc droite, alors que lui c'est le bras gauche qui prétend s'être cassé. Johnny Gargano répond non, R c'est pour real. C'était drôle. Je trouve Johnny Gargano très drôle, moi, donc je suis vraiment pas objectif dès qu'il s'agit de Johnny Gargano. Je trouve qu'il fonctionne très bien. J'ai des vibes de Chris Jericho dans ce nouveau rôle de Johnny Gargano. Bref. William Regal dit très bien. Alors dans ce cas, je te propose 2 choses. Soit Austin Theory défend ton titre par procuration et s'il perd, tu perds ton titre. Soit tu abandonnes ton titre. C'est les 2 options que tu as. William Regal refuse et dit et comment. Et Gargano dit ouais si vous me laissez encore quelques semaines ou quelques mois, je pourrais à nouveau catcher. William Regal dit bah écoute, j'en sais rien, il faut que je demande à Kushida. Qu'en pensez-vous, Kushida-san? Parce que Kushida vient de popper sur le ring juste derrière The Way. Et Kushida met une droite à Austin Theory et essaye de prendre le titre des mains de Johnny Gargano. Johnny Gargano qui évidemment retient le titre avec les 2 mains, finit par se lever de son fauteuil. Bref, évidemment, il va très bien. Et Kushida Johnny Gargano hors d'état de nuire. Bref, c'est sympa. C'est sympa. J'ai mis B à ce segment. J'hésitais à mettre plus haut, mais je me suis dit, tu surnotes toujours très régulièrement Johnny Gargano. Doucement. Ensuite,
donc la transition s'est faite toute seule puisque Indy Hartwell et Candice LeRae de la faction The Way étaient sur le ring. Il y a juste eu besoin que Shotzi Blackheart et Ember Moon arrivent pour avoir la dernière demi-finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin. Et je me suis fait la réflexion, c'est dingue parce que les deux équipes qui sont relativement nouvelles ont toutes les deux une très bonne synergie d'équipe. C'est-à-dire que Shotzi et Moon ont la même énergie, ont la même vivacité sur le ring, tandis que Indy Hartwell et Candice LeRae, elles ont vraiment une dynamique de mentor-apprenti qui fonctionne vraiment très bien. Et du coup, tout le monde raconte une histoire et je trouve ça vraiment chouette. Vraiment très très chouette. D'ailleurs, si vous voulez utiliser l'émoticône, si vous êtes abonné, vous pouvez utiliser l'émoticône, très très chouette. Et je me suis fait la réflexion que c'est rigolo parce que NXT commence vraiment à construire une division par équipe féminine. Ce que le roster principal non seulement n'arrive pas à faire, mais en plus essaye d'handicaper le plus possible. C'est-à-dire que les rares vraies équipes qu'ils avaient, ils les séparent. Les Iconics, le Riot Squad, bon, elles se sont remises ensemble depuis, mais elles ont été séparées. Fire and Desire, bref, tout, voilà. Sasha Banks et Bayley, bref. À un moment donné, j'ai vraiment cru que Candice LeRae que The Way allait gagner quand Candice LeRae a fait son Twisted Step Sister, donc sa prise de finition, suivie d'un Springboard Elbow Drop d'Indy Hartwell. Mais Ember Moon a interrompu le compte et le match s'est terminé quand Ember Moon a fait son éclipse sur sa prise de finition à elle sur Candice LeRae alors qu'elle essayait d'intervenir dans le match et qu'elle n'était pas la femme légale dans le match. Et Shotzi allait faire son drum roll senton, donc sa prise de finition, quand Indy Hartwell, qui elle était légale dans le match, s'est jetée sur Candice pour la protéger et Shotzi a fait donc son senton sur Indy Hartwell et ça leur a permis de remporter la victoire. Et ensuite, Dakota Kai et Raquel Gonzalez sont arrivés en haut de la rampe et William Regal nous a annoncé que les gagnantes auront un match pour le titre par équipe féminin. Je partais un peu de ce principe. Je pensais que c'était un peu acquis, mais bon, apparemment, c'était une nouvelle. Chouette. Très très chouette match. J'ai mis un B+ à ce match-là parce que tout fonctionnait très bien. Non seulement le match était chouette, mais en plus, il y avait beaucoup de pertinence narrative. Et c'est un truc qui a tendance à se faire rare à la WWE. Et franchement, à AEW, c'est pas beaucoup mieux en ce moment. Ça n'a pas été beaucoup mieux aujourd'hui. AEW, d'une façon générale, sont... Bref, on parlera d'AEW quand on parlera d'AEW. Tout le monde a très bien compris ce que je voulais dire. Ensuite, nous avons eu une promo de Thatcher et Ciampa, Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa. Ils disent que c'est ironique que dans leur demi-finale, ils vont affronter une équipe qui se fait appeler les Grizzled Young Veterans, donc les jeunes vétérans aguerris, parce que eux, c'est des vrais vétérans et ils vont leur donner une leçon. Chouette. Ensuite, Santos Escobar est interviewé dans les vestiaires concernant son match de la semaine prochaine contre Karrion Kross. Joaquin Wilde et Raúl Mendoza arrivent pour présenter leurs excuses pour leur défaite de ce soir face à MSK. Escobar leur dit, écoutez, il n'y a pas de souci, mais si vous tenez vraiment à vous racheter, il est temps que vous alliez voir une certaine personne et faites en sorte qu'il n'ait pas de match la semaine prochaine. Voilà. Donc il sous-entend, allez voir Karrion Kross et défoncez-lui la gueule. J'aime bien parce que du coup, Karrion Kross a essayé de s'en prendre là encore, au niveau personnage, c'est cohérent si vous voulez. Santos Escobar, il a un peu cette figure de parrain. Et du coup, Santos Escobar envoie ses sbires parce que Karrion Kross le provoque. J'aime beaucoup le fait que ça n'arrête pas Karrion Kross. Et que Karrion Kross s'en prenne enfin à des personnages qui ne sont pas juste des jobbers, qui ne sont pas juste là pour se faire battre. Depuis qu'il est revenu, évidemment, avant ça, il avait battu Ciampa, etc. Mais depuis qu'il est revenu, Karrion Kross s'en prenait beaucoup à des jobbers. Là, il a enfin une rivalité qui veut dire quelque chose, qui a du contenu, quoi, qui peut aller quelque part. Et je trouve ça vraiment cool. Ensuite, on a eu une vidéo, vraiment très, très intense, j'ai envie de dire, pour nous présenter le match, le main event de TakeOver Vengeance entre Finn Balor et Pete Dunne. J'ai très hâte de voir ce match, il va être excellent. On a ensuite eu le match Austin Theory contre Kushida qui avait été prévu la semaine dernière. Évidemment, Kushida s'en prend au bras d'Austin Theory. Il se sert d'Austin Theory pour envoyer un message à Johnny Gargano qui est aux abords du ring. Et d'ailleurs, le match se termine quand
Kushida était en train de faire une clé de bras sur Austin Theory dans les cordes, donc normalement il n'y a pas le droit. Et Johnny Gargano fait un super kick sur Austin Theory. Et du coup, le match est interrompu. Et je me dis, j'aime pas les fins. J'ai mis B- à ce match parce que jusque-là, il était bien. La fin tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et en même temps, je me dis, c'est une façon de protéger Austin Theory aussi. C'est-à-dire que personne ne se serait dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est nul, Austin Theory, il perd contre Kushida parce que Kushida est excellent. Mais ça lui épargne une défaite. Et c'est bien aussi. Mais c'est un peu... Les fins en disqualification, c'est jamais une très bonne idée. Par contre, ce qui s'est passé ensuite, c'était vraiment très cool. Après le match, donc Austin Theory et Johnny Gargano agressent Kushida, mais Austin Theory est aspiré sous le ring. Et là, je me dis, ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Dexter Lumis dans cette histoire, j'avais oublié. Et quand Johnny Gargano donc essaye de sortir... Austin Theory de sous le ring, la caméra cadre pas Theory, mais tout le monde a compris ce qui se passe. Il est en train de sortir Dexter Lumis. Donc c'est l'image que vous voyez là. Ensuite, Austin Theory sort du ring et essaye de se rattraper à ce qu'il pense être Gargano, mais il se rattrape à Dexter Lumis. Il a peur, il recourt dans le ring. Kushida porte une clé de bras sur Austin Kushida qui était encore dans le ring. Porte une clé de bras sur Austin Theory. Johnny Gargano esquive Dexter Lumis et va essayer de sauver Kushida. Kushida lâche Austin Theory et fait son overboard lock sur Johnny Gargano. Et avant que Theory puisse faire quoi que ce soit pour l'en empêcher, Dexter Lumis monte sur le ring et applique sa propre prise de soumission que j'adore. Il serre très très fort son adversaire comme ça. Et une fois que son adversaire est tombé dans les pommes, il le laisse et il lui caresse la tête comme ça. Parce que Dexter Lumis est complètement cinglé. Donc j'ai mis B à ce deuxième segment. Ensuite, Toni Storm nous a rappelé le palmarès d'Io Shirai, à quel point c'était une excellente championne, à quel point elle avait tout gagné, y compris le Mae Young Classic. Ah non, c'est vrai, Io Shirai est arrivée en finale du Mae Young Classic et elle a perdu contre Toni Storm. J'aime beaucoup le fait qu'elle puisse se raccrocher là-dessus. Je trouve ça chouette. C'est effectivement la grosse défaite d'Io Shirai. Ensuite, on a une vidéo... On a une vidéo qui nous rappelle les rôles de chacun des membres de la faction Imperium et que Alexander Wolf qui arrive à NXT n'est que la prochaine étape dans leur plan. Je sais ce que vous me dites, je sais ce que vous arrêtez pas de me répéter, que Walter ne veut pas vivre aux États-Unis, machin truc, mais osez me dire que cette vidéo n'est pas pour dire Walter débarque à NXT. Et il va défoncer un maximum de gueule. Moi, ce qui je pense va se passer, c'est que on va avoir droit au match Finn Balor contre Walter qui était prévu avant la Covid. Et je me demande si ça sera pas pour le titre de NXT. Je pense qu'on se dirige vers une confrontation Walter-Finn Balor, probablement le week-end de WrestleMania ou le week-end d'avant. Le week-end où ils feront le takeover de WrestleMania. Ça va être trop cool. Ensuite, on a... Ah oui, donc ça n'a pas marché. Les gars d'El Fantasma, ils n'ont pas réussi à agresser Karrion Kross. En fait, ils sont arrivés, puis Karrion Kross les a vus, et ça s'est pas bien passé. Karrion Kross, il est arrivé dans la caméra, il a fait « Monsieur Santos !» Moi, ça m'a fait rire, parce que son nom de famille, c'est Escobar. Oh, on rigole. Bref. Il a menacé Santos Escobar, et je pense que... voilà. Escobar meurt la semaine prochaine. TikTok. Ça, c'était à chier. J'adore Cameron Grimes. C'est peut-être un de mes personnages préférés à NXT en ce moment. Il revient dans une voiture qui avait l'air extrêmement chère. Je crois que c'est une Lamborghini, je dis peut-être une connerie, mais c'est une voiture qui signifie à quiconque la regarde, son propriétaire est blindé de pognon. Il distribue du cash à n'importe qui, comme ça, en arrivant sur le ring, il dit « Tiens, toi, je t'aime bien, vas-y, prends de l'argent. » Et alors, il fait une promo, comme quoi il a investi dans GameStop. Alors, je sais qu'il se passe un truc avec GameStop et Reddit en ce moment. Je sais pas, j'y comprends rien, c'est que j'ai pas envie de comprendre. Ça m'intéresse pas. Vraiment, je m'en fous. Mais voilà, il se passe un truc en bourse avec GameStop. Et il dit aussi qu'il a investi dans le
Dogecoin. euh, mais comme je suis pas complètement... Comme ça m'intéresse pas, je comprends pas sa promo. Je crois comprendre que il a investi dans des trucs avec un très mauvais timing et du coup il est persuadé d'être très riche alors qu'en fait il est fauché. Je pense il a fait très mauvais investissements. Ou alors c'est l'inverse, et il a fait très bons investissements et c'est un changement de personnage. Euh, en tout cas, il a l'air vraiment très content d'être vraiment très riche. Bref, j'ai attendu la chute du segment pendant tout le long et il n'y a jamais eu de chute. À la fin, il provoque William Regal, donc le manager général de NXT. J'imagine que ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est que euh, euh, Cameron Grimes trop arrogant et commence à chercher un peu l'autorité et il ne devrait pas. Enfin, il va finir par payer, quoi, si vous voulez. Payer. Euh, mais c'était très mal fait. J'ai mis un D à ce segment-là. C'était vraiment très très mal fait. Je regarde vite fait sur le chat. Alors apparemment, c'était des bons investissements Dogecoin et GameStop. Ok. Donc c'est encore pire que ce que je pensais, parce que je pensais que c'était le gars arrogant qui avait fait un mauvais placement et qui avait rien compris, qui du coup était persuadé d'avoir de la thune. Non, il a juste fait un bon placement et maintenant il est riche. Génial. Ensuite on a... Ah, ça par contre j'ai adoré. Ensuite on a eu une interview très courte de Gargano où il s'est contenté de rappeler qu'il était excellent. C'est-à-dire il a dit ok, Kushida veut son match, il va l'avoir, je vais défendre mon titre. Mais faut pas qu'il oublie à qui il a affaire. Je suis Johnny freaking Takeover. Et dimanche, Kushida arrive dans son monde. Ça, je me rendais pas compte que ça m'avait manqué de revoir Johnny Gargano badass comme ça. Johnny Gargano le champion. Parce que il fonctionne très bien en méchant comique. Mais c'est un champion, quoi, Johnny Gargano. C'est un des gros main eventers de NXT. Et on a tendance à l'oublier quand il est... voilà. Ensuite, on a eu... donc là, on a eu une promo de Mercedes Martinez. On a eu une promo de Tony Storm. Et on a fini avec une promo de Io Shirai qui nous rappelle que le Mae Young Classic, la fameuse finale du Mae Young Classic à laquelle... durant laquelle... Dans laquelle que c'est qu'elle a perdu contre Tony Storm, c'était il y a 3 ans, et que depuis elle est totalement différente. Tony Storm n'affronte pas la même personne. Et que si le voyage de Mercedes Martinez pour arriver au titre féminin de NXT a duré 22 ans, ce voyage ne se terminera pas, il continuera pour toujours. Bref, une promo très très chouette. J'ai craché. Et enfin, nous avons eu le main event, la dernière demi-finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic masculin. Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher contre les Grizzled Young Veterans, les Grizzled Young JYV. J'ai bien aimé le début parce que Zach Gibson fait un petit speech avant le match, il fait toujours son petit speech avant le match parce qu'il est très bon au micro. Et il fait remarquer que et Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa, ils sont pas très très bons dans tout ce qui concerne les équipes. Donc faisant allusion à DIY côté de Ciampa, l'équipe qu'il avait avec Johnny Gargano. Et Thatcher, je crois qu'il fait allusion à son équipe avec Riddle, les Newly Bros, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Bref. Ils ont donc ruiné leurs dernières équipes respectives. Ciampa, au bout d'un moment, il en a plein le cul et il se lance sur eux. Il les agresse avant le début du match. Alors, le match était très bien, mais je l'ai trouvé court. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas... ça faisait pas main event de NXT, quoi. Ça faisait vraiment match de milieu de carte. J'ai mis un B, parce qu'il était bien. Mais jamais je suis vraiment rentré dedans au point de me dire... ah, j'ai tellement hâte de voir la finale entre MSK et GYV. Je suis pas dedans, quoi. Aucune des deux équipes me hype vraiment beaucoup. Et là, ce match-là a pas fait grand-chose pour que je me dise, les Grizzled Young Veterans, j'ai envie de les voir gagner. Là, il n'y a aucune des deux équipes que j'ai vraiment envie de voir gagner.
On parlera des pronostics quand on en parlera dimanche, mais... bref. Et après, on a fini avec une présentation un peu maladroite des matchs de TakeOver, où globalement les commentateurs disaient on aura tel match, et ça cutait aux protagonistes des matchs en question, qui se regardaient, et puis soit qui se parlaient en faisant ouais, vas-y, moi je vais te battre, et puis moi je vais te battre, moi je vais tu vas te prendre ta gueule. Et on revient au commentateur, et on aura ce match-là, et on passe à un endroit différent avec pareil les protagonistes qui voilà, et ça s'est terminé avec Pete Dunne et Finn Balor. Contrôle ta bouche. Pete Dunne et Finn Balor qui se regardent vraiment très très fort dans les yeux. C'était un peu maladroit. C'était un peu maladroit, mais c'était chouette quand même. Voilà. J'ai mis C+, au show en moyenne. Et concernant les notes, écoutez, on va passer sur le tableau. Donc, dernier appel pour les... vous pouvez dire bonjour au tableau. Vous pouvez utiliser l'émoticône bonjour tableau si vous êtes abonné. Dernier appel concernant les... Pourquoi j'ai baissé mon fauteuil? Je suis débile. Dernier appel concernant la mise en avant de vos messages qui concerneraient NXT. Alors, MSK contre Legado del Fantasma, c'était ici. Voilà. Ensuite, on a eu la promo de The Way. Ouais. The Way. Ici, j'ai mis un B. Comme je vous l'ai dit. Interrompu par William Regal d'une part. Ici. Et Kushida d'autre part. Ici. Ensuite, on a eu le fameux match The Way contre Shotzi et Moon auquel j'ai mis B+. Donc ça va se passer du côté du Destiny Tag Team Classic Femina, c'était ici. Contre Shotzi Blackheart et Ember Moon avec une intervention à la fin de Raquel Gonzalez et Dakota Kai. Et une intervention également de William Regal. Ici. Ah, il y avait déjà un 12, 15, ouais, super. Ensuite, excusez-moi, je vais déplacer un peu le truc parce que je suis pas sûr que vous ayez accès à toutes les colonnes. Très bien. Ensuite, nous avons eu le match Kushida contre Austin Theory avec Johnny Gargano. Kushida ici contre Austin Theory ici avec Johnny Gargano dans un rôle de manager ici. Et ensuite, nous avons eu le post-match avec Kushida, Johnny Gargano, Austin Theory et Dexter Lumis. Ensuite, nous avons eu la promo de Cameron Grimes qui désormais est riche, chouette. Et ensuite, nous avons eu le main event de Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher contre les Grizzled Young Veterans. Où sont-ils? Ah là là, ah là là. Ah là là, ah j'ai oublié de mettre leur nom. Les Grizzled Young... Ah, j'ai les doigts gelés. C'est rigolo. Soon to be recognized. Et donc les points bonus, évidemment. Je mets les points bonus et après je lis vos messages concernant NXT, vos messages mis en avant, récupérés par Wistouille. Je la remercie encore. Johnny Gargano en premier avec 3 points parce que pour moi il a fait le show, il était drôle et il était badass. Enfin c'est lui qui m'a le plus hypé pour son match de ce week-end. Ensuite en deuxième place j'ai mis Kushida. C'est vraiment le match que j'ai envie de voir, Gargano Kushida. Et 1 point pour Karrion Kross parce que j'ai trouvé ça drôle que on vient pour lui péter la gueule et puis c'est lui qui pète des gueules. Moi ça me parle. Ça me parle d'amour, ça me parle d'eau fraîche, ça me parle de bonheur. Ok. Et donc du coup, comme à demeurer, il va falloir que je remonte mon fauteuil, voilà, et on va passer à vos questions. C'est là que c'est bien fait. Où es-tu, NXT? Tu es là. Vos questions, vos messages. Vos messages. Le cadrage est parfait. Oui, bah tu sais quoi, si t'es pas beau. Alors, nous avons 2 messages concernant NXT. D'abord, nous avons Schlop_FR qui me demande: j'ai jamais regardé NXT, mais ça m'intéresse énormément. J'ai le WWE Network. Je me demandais si tu avais une date approximative pour commencer NXT ou il faut prendre le train en marche. Tu peux prendre le train en marche. Ça pose absolument aucun problème parce que c'est continu si tu veux.
Et puis en plus, il va y avoir un takeover là ce week-end et ils font toujours des vidéos récap des rivalités en cours avant les takeovers, avant les matchs. Donc moi je serais toi, je sauterai sur le wagon. Euh, petit, petit cow-boy. Je sais pas pourquoi. J'avais l'image de la diligence, tu sais, des cow-boys qui interrompent un train, tu sais, qui font le vol du grand rapide, tout ça. Merci beaucoup, qui que ce soit qui a offert, qui a offert un abonnement de niveau 1 à Wistouille. C'est vrai que j'aurais pu faire ça. D'ailleurs, je vais peut-être donner un abonnement à un moment donné. Si vous vous abonnez, si on arrive à 50 abonnés, je pourrais débloquer comment, des emplacements pour mettre des emotes perso. Donc n'hésitez pas, moi ça me fait plaisir, et puis moi ça me permet de savoir si vous voulez qu'on continue, si ça marche bien, enfin voilà. Encouragez les créateurs, dit-il alors qu'il a une chaîne YouTube à 1 million, c'est 1,6 million d'abonnés. L'eau critique 272 dit « Comment tu vas ?» Ah, ça va bien, j'ai un petit peu froid, j'ai un petit peu faim. J'ai un petit peu faim parce qu'il est 13h35 et j'ai un petit peu froid parce qu'il fait -2. Le public tiré cross, donc tiré... parce qu'il a mis le public tiré cross avec des guillemets à public, mais pas à tirer. Bref, tirer dans le sens, le verbe anglais to cheer, donc acclamer, applaudir, encourager. Donc le public tiré cross lors du segment, il n'est pas face, rassure-moi. Et en passant, ma vraie question, donc je vais répondre à cette question-là d'abord. Non, cross n'est pas face. C'est juste qu'il est... Parce que ce que j'ai dit, quoi, c'est marrant. C'est marrant, on vient pour agresser un gars et c'est le gars qui finit par agresser ses agresseurs, c'est marrant. Et en passant, ma vraie question. Si tu devais renvoyer un catcheur du main roster à NXT pour sauver sa carrière, ce serait qui? Et sinon, quel catcheur ferais-tu heel ou face turn pour sauver sa place? Pour moi, un heel ou un face turn ne sauve rien du tout s'il n'y a pas une histoire derrière. C'est-à-dire qu'il faut une excellente raison de faire un heel turn ou un face turn si tu veux que ça marche. Tu vois, par exemple, pour Shinsuke Nakamura, il n'y a rien qui a fonctionné. Son heel turn n'a pas fonctionné, son face turn n'a pas fonctionné. Parce qu'ils n'avaient rien de prévu derrière. Ils lui ont fait faire un heel turn totalement artificiel pour sa rivalité avec AJ Styles. Et là, ils lui ont fait faire un face turn tout aussi artificiel, qui aurait pu très bien fonctionner parce qu'on était tous hypés de le voir redevenir face, de le réentendre sa musique, tout ça machin. Mais ils n'avaient rien derrière. Donc ça va retomber comme un soufflet. Pour moi, un heel turn qui pourrait être vraiment cool, Ricochet rejoint Rétribution. Ça pourrait être un heel turn qui fonctionnerait très bien. Un face turn qui fonctionnerait très bien. Mais en fait, l'inverse, je pense que Rétribution pourrait très bien fonctionner. Je suis désolé, je suis obsédé par Rétribution. Je trouve que... Bah, franchement, quand le booking de la WWE est si mauvais et qu'il y a une équipe qui dise ouais, leur booking c'est de la merde, et puis d'ailleurs on est là pour se venger, je dis oui, vengez-vous. C'est presque l'acte qui me hype le plus à la WWE. Mais bon, c'est un peu délirant comme espoir. Et qui je ferais revenir à NXT pour sauver sa carrière? Personne n'a besoin de NXT pour sauver sa carrière, je pense. Il y a des catcheurs qui s'en sortaient beaucoup mieux à NXT que sur le roster principal. Là, le premier nom qui me vient, c'est Chad Gable. Mais bon, il y a deux noms aussi qui sont d'anciens champions de NXT qui font rien, c'est Bo Dallas et Aleister Black. Il y a... la liste est longue. La liste est vraiment très longue, donc il y en a beaucoup. Mais voilà, je te donne déjà 3 noms. Et nous allons passer à AEW Dynamite, parce que c'est le show qui a donné son nom à ce live, et au replay sur YouTube également. Le show s'est ouvert sur qu'est-ce que c'était que cette daube? Darby Allin contre Joey Janela. Pour le titre TNT de Darby. Alors, si vous avez regardé la semaine dernière, vous savez que je trouvais que ce match sortait vraiment du fond d'un cul et que Joey Janela a rien fait pour... vous savez quoi? Je vais lire mes notes parce que je trouve que je me suis très très bien résumé. Ce match est handicapé par 3 trucs. Numéro 1. J'aime vraiment pas Joey Janela, je le trouve ridicule. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est purement une question d'affect. C'est-à-dire, quand je vois Joey Janela, Numéro 2, Janela n'a rien fait pour mériter un match pour le titre. Ça faisait des mois qu'on n'avait plus entendu parler de lui. Et là, il revient et il a un match pour un titre. Vaufur.
Et troisième point, je ne crois pas une seule seconde que Janela peut gagner parce que Darby est en rivalité avec la Team Taz. C'est un match filler et je peux pas ne pas y penser. Donc c'était vraiment... pendant tout le match, je me suis dit, bon, allez, quand est-ce qu'ils interviennent, la Team Taz? Parce que on s'en fout. Voilà, allez-y, amusez-vous, mais on s'en fout complètement. Parce que le vrai match, il est avec la Team Taz. Et alors, à la fin, à la fin du match, je constate aucune intervention de la Team Taz. Et en plus, étant donné la nature autodestructrice de ces deux catcheurs, je m'attendais à ce que ce soit très brutal comme match. Et ça a été un match très plat, très... il s'est pas passé grand-chose, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé à regarder un match filler sans la moindre explication et sans le moindre développement, qui est en plus moins bon que ce à quoi je m'attendais. Alors que j'en attendais vraiment pas grand-chose. Mais c'est moins. Je vois pas... Je me voyais pas mettre plus. Mais Dynamite a été très mauvais. Enfin, très mauvais. Je lui ai mis C+, exactement comme NXT. La grosse différence, c'est que NXT, vous avez vu, ça a été B tout du long, avec un D pour Cameron Grimes, mais globalement, c'est resté sur un niveau que Dynamite. Il y a eu du mauvais, et il y a eu du très bon aussi. Mais en moyenne... Mus, tu vas pas sortir maintenant, je suis désolé, mon chat. Je suis en live. Laisse papa travailler. Bref, ensuite, Jon Moxley a hypé le main event de cet épisode de Dynamite, donc qui était un match... il n'avait pas besoin de plus de hype que ça, parce que, je vais paraphraser Jon Moxley, il fait équipe avec un gars qui a déjà essayé de le tuer plusieurs fois, contre deux gars qui ont un intérêt commun de lui péter sa gueule. C'est-à-dire qu'il y a Kenny Omega, l'actuel champion de AEW, qui a volé le titre à Jon Moxley, et à côté, il y a Kenta de la New Japan Pro Wrestling, Kenta qui a gagné une mallette qui lui donne le droit, je crois, parce que je ne suis pas New Japan, mais si j'ai bien compris, il a gagné une mallette qui lui permet d'avoir un match pour le titre des États-Unis de New Japan, titre dont l'actuel propriétaire, l'actuel détenteur est Jon Moxley. Donc, Jon Moxley, il y a une belle symétrie. Jon Moxley est le challenger pour le titre de Kenny Omega, mais Jon Moxley est aussi le champion dont Kenta est le challenger. Moxley a fait remarquer que quand ils auront un match pour le titre des États-Unis de New Japan, ce sera un match officiel, mais que le match de ce soir n'est pas officiel, il est unsanctioned, il n'est pas autorisé parce que Kenta n'est pas signé à AEW, donc du coup techniquement il peut pas avoir de match à AEW. Du coup ce soir, ce sera just for fun, pour le plaisir, comme dans la chanson. Ensuite, j'adore cette histoire. Sammy Guevara entre dans les vestiaires de l'Inner Circle, donc la faction qu'il occupe, et demande à tous ses membres de sortir pour qu'ils puissent parler seul à seul avec MJF. Guevara dit qu'il voit clair dans le jeu de MJF qu'il veut prendre le contrôle de l'Inner Circle. J'aime bien qu'il y en ait un qui ait été assez futé pour se rendre compte du petit jeu de MJF. Là-dessus, MJF applique la défense Donald Trump qui dit non, moi je pense que c'est toi qui veux prendre le contrôle de l'Inner Circle parce que tu détestes Chris Jericho. Sammy Guevara, comme un teubé, répète sarcastiquement ce que MJF vient de dire. Ah ouais, bien sûr, je veux prendre le contrôle de l'Inner Circle, t'as raison, je déteste Chris Jericho, alors que c'est lui qui a fait venir un caméraman dans le vestiaire. Il est un petit peu con sur ce coup-là, Sammy Guevara. Bref. MJF révèle qu'il était en train d'enregistrer la conversation. Sammy Guevara prend le téléphone sur lequel était en train d'enregistrer MJF, lui prend le téléphone des mains, l'éclate contre le mur et met un coup de poing dans le bide de MJF avant de quitter le vestiaire. Ah là 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 là. J'adore cette histoire. Parlant de trucs que j'adore, qu'est-ce que c'était que cette merde ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Enfin non, pas m'expliquer parce que je pense que j'ai compris ce qu'ils essayaient de faire. Nous avons donc l'un des plus gros main eventers de AEW qui fait équipe avec un Ultimate Jobber, je sais, il fait partie de la Nightmare Family, tout le monde fait partie de la Nightmare Family, ça veut rien dire, contre Peter Avalon qui est également un jobber confirmé, et César Bononi qui est un jobber un peu moins confirmé parce qu'on le voit jamais. Qu'est-ce que c'était que cette tombe ? Lee Johnson a fini par gagner avec un petit paquet, c'est sa première victoire à AEW. Lee Johnson est l'élève
de Cody Rhodes. Enfin, c'est comme ça qu'il le présente. J'ai mis C- en match. Mais par contre, ce qui s'est passé après, je lui ai mis D. Et on va pas être d'accord. Je sais qu'on va pas être d'accord. Je sais que vous êtes. Je sais que j'ai un avis particulier souvent sur ce genre d'histoire. Parce que après le match, Dusty Rhodes et QT Marshall, donc Dusty Rhodes qui est le frère de Cody Rhodes et QT Marshall qui sont partenaires par équipe, ils arrivent pour féliciter Lee Johnson. Tony Schiavone arrive pour le féliciter. Lee Johnson au micro remercie Cody Rhodes et Dusty Rhodes et même Brandy Rhodes. Il dit que les Rhodes sont sa vraie famille. À ce stade-là, je me dis, attends, c'est pas Dark Order qui est censé être une secte, là, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est... Le mec, ça fait 1 an que Lee Johnson perd tous ses matchs, en moins de 2 minutes. Là, pour une fois, il arrive à voler la victoire, parce qu'avec un petit paquet, c'est pas genre victoire écrasante, victoire décisive, c'est bien joué. Effectivement, ton adversaire avait les épaules au sol pendant 3 secondes. Félicitations, techniquement, t'as gagné. Il arrive à gagner contre un jobber de chez Jobber, en la personne de Peter Avalon, en faisant équipe avec l'un des plus gros noms de AEW. Contre un gars qui a peut-être un des rares gars qui a un pire palmarès que le sien. Et ça mérite le discours de remerciement, oh la famille Rose, mais vraiment, il a même dit, cette victoire, c'est à vous que je la dois. Moi, ça m'a foutu extrêmement mal à l'aise. Je me suis dit, pauvre gamin, pauvre gamin, j'ai pas du tout envie de savoir ce qui va arriver à Lee Johnson par la suite. J'ai compris ce qu'ils essayent de faire. J'ai compris ce qu'ils essayent de raconter. Ce qu'ils essayent de raconter, c'est Lee Johnson, il part de rien, et puis il va grimper petit à petit pour arriver dans le main event, et ça sera grâce au formidable entraînement de la Nightmare Family. La vérité, bon, excusez-moi, j'avais une image pour le... Voilà. La vérité, c'est que... Moi, ça m'a foutu hyper mal à l'aise, quoi. Je veux dire... Merci beaucoup pour quoi? Je sais pas pourquoi je te remercie. Ah, quelqu'un m'a hébergé avec 259 spectateurs. Waouh! C'est un raid. D'accord, très bien. Eh bien, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. On était en train de parler de AEW Dynamite et, et vous arrivez en plein milieu d'un segment ouah, disons que j'ai un avis qui peut être considéré comme controversé. Je vais poursuivre parce que pour le replay, ça va être un peu long si je réexplique tout, mais globalement, Lee Johnson qui remercie la Nightmare Family au moment où, parce qu'il vient de gagner contre un jobber alors qu'il faisait équipe avec Cody Rhodes, c'est-à-dire que Cody Rhodes pourrait battre Peter Avalon et César Bononi à lui tout seul. Là, que Lee Johnson fasse preuve d'humilité face à une victoire qui veut rien dire et en plus, voilà, remercie toute la famille Rhodes. En disant la famille Rhodes, c'est ma famille maintenant, je lui dis, mec, dans l'ordre des sectes de AEW, d'abord, il y a... Oui, mon fouet, je t'ai entendu. Il y a la Nightmare Family. Ensuite, il y a The Elite. Et ensuite, il y a le Dark Order, celle qui est censée être une vraie secte. Bref. Bref. Voilà, j'ai mis un D à ce segment-là. Ensuite, nous sommes allés en backstage où on demandait aux Young Bucks ce qu'ils pensaient du fait qu'ils avaient perdu la bataille royale la semaine dernière. Ce à quoi ils disent, on va le demander à ces gars-là qui arrivent, là, les Good Brothers. Donc les Good Brothers débarquent. Les Young Bucks sont un peu remontés parce qu'ils disent, c'est votre intervention qui nous a fait perdre. Nous, on était bien, on était dans le match, et puis vous êtes intervenus et vous nous avez fait perdre. Si jamais... le bruit de Mumus qui patoune la porte vous dérange, n'hésitez pas à me le dire et j'irai lui ouvrir plutôt que de l'ignorer. Les Good Brothers disent que eux, ils étaient venus pour distraire Private Party, ce qui a marché d'ailleurs, parce qu'ils sont arrivés, ils ont permis l'élimination de Private Party, contre lesquels ils vont avoir un match dans un PPV de Impact Wrestling là bientôt, je sais pas exactement comment ça marche tout ça. Et que les Young Bucks devraient davantage en vouloir à l'Inner Circle, parce que c'est Santana et Ortiz qui
qui les ont éliminés de la Battle Royale. Et en plus, MJF et Chris Jericho ont fait leur pause de victoire en se moquant d'eux. Bref, ils devraient plus en vouloir à l'Inner Circle. Et les Young Bucks ont dit oui, oui, et vous savez quoi, vous avez raison, c'est à eux qu'on en veut. D'ailleurs, la semaine prochaine, eh ben, on va mettre nos titres en jeu. On va mettre nos titres en jeu contre Santana et Ortiz. Donc la semaine prochaine, on aura un match pour les titres par équipe de AEW entre les Young Bucks et Santana et Ortiz. J'ai hâte, ça va être un très bon match. Ensuite, Adam Page était interviewé, mais avant qu'il ait... Et on lui demandait globalement si son match la semaine dernière avec Matt Hardy lui avait donné envie de faire une équipe avec lui. Ce à quoi Adam Page répond non, enfin il a toujours dit non, il continue de dire non. Matt Hardy intervient et dit ça te dit qu'on aille à un bar pour fêter notre victoire de la semaine dernière, c'est moi qui paye, je suis blindé de pognon, c'est tout pour moi. Donc évidemment, Adam Page, qui a un énorme problème avec l'alcool, accepte. Sur le trajet, Page croise tous les membres du Dark Order. Du coup, c'est un peu embarrassant pour tout le monde parce qu'il y a 2 ou 3 semaines, le Dark Order avait invité Hangman Page à les rejoindre et Page avait dû refuser parce qu'il veut pas faire équipe avec qui que ce soit parce que la dernière fois qu'il a été dans une faction, ça s'est très mal passé. Bref, c'est chouette que cette histoire continue. J'aime beaucoup cette histoire entre Hangman Page et le Dark Order. J'espère qu'Hangman Page va rejoindre le Dark Order, mener le Dark Order, peut-être le faire devenir le Light Order, ce serait assez cool. Et j'espère que la culmination de tout ça, c'est Hangman Page contre Kenny Omega pour le titre de AEW et que Hangman Page va gagner, j'espère. Ensuite, on a eu le match Pac contre Ryan Nemeth, qui doit détester qu'on le présente comme ça, mais c'est vrai, le petit frère de Dolph Ziggler. Pac a tué Ryan Nemeth, c'est-à-dire que à un moment donné dans le match, il l'envoie dans la barrière de sécurité et Ryan Nemeth répond pratiquement plus. Il remonte sur le ring, il rampe jusqu'au coin, Pac le piétine dans le coin. Là, Nemeth répond plus du tout. Pac le met en position, vu qu'il n'y a plus rien qui se passe. Il le prend, il le met en position, comment dirais-je, perpendiculairement au coin du ring. On peut pas mettre perpendiculaire au coin, mais perpendiculaire à la bisectrice. Oh, ferme ta gueule. Il monte sur le coin, il fait son Black Arrow, suivi du Brutalizer pour la victoire. Ça ne se dit pas en français, pour la victoire. Et il gagne le match. J'ai mis un B à ce match-là parce que c'est trop rare qu'on ait des matchs où les gros noms de AEW massacrent leur adversaire quand leur adversaire n'est personne, quoi, j'ai envie de dire. Généralement, ils font des matchs hyper longs où l'adversaire a le temps de mettre en avant tout ce qu'il sait faire, machin truc. Et je me dis, on sait que le gros nom de AEW va gagner, c'est une certitude. Alors, faites pas durer, quoi. Il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de... Bon, on peut regarder les prises, on peut rentrer un peu dans le match vis-à-vis de ça. Mais au niveau de l'histoire, franchement, ça sert à rien, quoi. Donc, je préfère ce genre de match. J'ai mis B à ce match-là. Ensuite, Miro est revenu sur le segment de la semaine dernière. Il a dit que Chuck avait ruiné le mariage de Kip Sabian et Penelope Ford, mais que vraiment le responsable c'est Orange Cassidy qui est donc sorti du gâteau de mariage. Et alors après, j'ai pas compris. On voit Orange Cassidy et Chuck sur un canapé en train de trinquer. Et Chuck dit à Orange Cassidy... Orange Cassidy demande à Chuck et d'après toi, qu'est-ce qui va se passer? Chuck répond, je pense que Orange Cassidy va sortir du gâteau de mariage. Et ouais. J'interprète ça comme ça, c'est des images de ce qui s'est passé avant le mariage, mais c'était pas bien raconté. C'était pas bien. C'était pas terrible. Cette promo-là était pas terrible. Ensuite, nous avons eu le fameux match Chris Jericho et MJF contre The Acclaimed. Le truc, c'est qu'avant le match, MJF, évidemment, il va voir Jericho en lui disant « Ah, Sammy Guevara m'a agressé sans raison dans les vestiaires, j'avais rien fait, il m'a attaqué, c'est un animal, on peut pas le contrôler. » Bref. Le match n'a pas vraiment fonctionné pour moi parce que du coup, c'était des heels contre des heels, des méchants contre des méchants. Je pense que The Acclaimed était censé être les gentils dans le contexte. Mais ils ont triché pendant le match. Ils sont insupportables. C'est difficile d'être pour eux.
Donc, bref, Jericho a fini par gagner avec le Judas Effect. J'hésitais entre un C- pour la psychologie foireuse, mais un C+, parce que MJF qui survend sa blessure aux côtes, c'était très drôle. Donc, voilà, je suis resté sur un C. Et après le match, Sammy Guevara est intervenu, et là, c'est devenu intéressant. Là, c'est devenu génial. Sammy Guevara intervient et rappelle sa promesse à Chris Jericho. Il lui dit, tu te souviens, je t'avais dit que s'il y avait le moindre problème, si MJF posait le moindre problème au sein de l'Inner Circle, je partirais. Et ben je suis venu pour te dire que c'est fini. Chris Jericho dit, attends, comment ça c'est fini? Je veux dire, c'est fini. Je quitte l'Inner Circle. Il pose le micro à terre et il s'en va. Regardez la tête d'MJF, regardez cet enfoiré, regardez ce qui, c'est exactement ce qu'il voulait. Ah, le petit salaud. Et le mieux dans tout ça, c'est que le reste de l'Inner Circle a vraiment l'air dégoûté. Chris Jericho est complètement abattu parce qu'il adore Sammy Guevara. Bref, MJF a distillé son venin au sein de l'Inner Circle et tout fonctionne selon son plan. Et c'est un gros enfoiré. J'ai mis un A à ce segment-là parce que quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir. Je vois des gens comparer MJF et The Miz dans le chat. Par pitié, par pitié. MJF, je veux dire, The Miz, je vais encaisser ma mallette, je vais encaisser ma mallette. MJF, c'est The Miz si The Miz fonctionnait. Bref. On n'est pas là pour parler de ça. Parlant de ça fonctionne pas, on retrouve donc Hangman Page et Matt Hardy dans un bar. Matt Hardy fait semblant de voir, on le voit trinquer, vider son verre et faire « Oh là là, c'est très très fort !» Et Matt Hardy tend un contrat à Hangman Page en lui disant si tu signes ça, bon, je vais toucher 30% de tes gains, mais tu vas devenir milliardaire, etc. Hangman Page, qui est complètement torché, fait mais bien sûr, mais je vais signer, attends, de l'argent, j'adore l'argent, alors où est-ce que je signe? Et là, Matt Hardy gâche tout le truc. J'ai mis B- quand même, parce que j'aime beaucoup le développement du truc, mais moins parce que Matt Hardy, quoi. Plutôt que de juste dire vers la caméra quelque chose genre tu filmes là, c'est bon, tu l'as dans le cadre, ouais, c'est bon, ok. On aurait compris ce qui se passe. Que là, Matt Hardy, ce que vous voyez, il se tourne vers la caméra, il parle, mais Hangman Page est à côté, il l'entend forcément. Et il dit, la raison pour laquelle je t'ai... La raison pour laquelle je t'ai demandé de venir, monsieur de la caméra, parce que comme ça, c'est écrit. C'est filmé, et puis il pourra panier, parce que quand il aura dessoulé, eh ben, il sera probablement pas d'accord avec ce qu'il a signé. Sauf que là, vu que c'est filmé, eh ben, forcément c'est officiel. Et j'ai envie de lui dire, espèce de sale con, si tu filmes le fait que tu es au courant que tu profites de l'état d'ébriété de la personne à qui tu fais signer, t'es en train de prouver que ton contrat a été signé sous la contrainte. Ou j'en sais rien, le terme légal, t'es en train de prouver que ton contrat il vaut de la pisse. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Parce que l'histoire est vraiment bien. L'histoire est vraiment bien. Hangman Page qui se retrouve embarqué dans un truc malgré lui. Autant le Dark Order, il voulait vraiment son bien, ils s'entendaient vraiment, vraiment bien avec lui. Autant Matt Hardy, il veut juste profiter de sa faiblesse. J'aime beaucoup cette histoire. Mais là, pour le coup, c'était mal fait. Ensuite. Oh là là là, ça aussi c'était à chier. C'était pas un bon épisode de Dynamite. Donc on nous avait vendu le segment comme ça, c'est-à-dire que Tony Schiavone avait l'intention de poser des questions à Sting concernant le street fight qu'il va avoir à Rétribution là bientôt. À Rétribution, à... Sors de ma tête à Révolution bientôt. Sting ne répond pas à la question, parce qu'il est interrompu par, évidemment, la Team Taz sur l'écran géant. La Team Taz qui a accroché Darby Allin dans un sac mortuaire à une voiture avec une corde. Et ils font rouler la voiture et ils traînent Darby Allin dans son sac mortuaire derrière lui. Et là-dessus, Sting, mon Dieu, il retourne en coulisses. À la base, j'avais mis C- à ce segment-là parce que je me suis dit, je sais pas vers où ils vont, mais c'est une façon un peu maladroite d'y aller. Parce que je me suis dit, ils vont retourner, voilà, on va avoir un segment en coulisses où on va voir Sting confronter la Team Taz. Non, c'était tout le segment. Voilà, ça s'est arrêté là. Donc c'est passé à un D. Qu'est-ce que c'était que cette merde? Cette rivalité entre Darby Allin et la Team Taz, elle a trop duré.
Ils ont totalement éventé Sting. C'est-à-dire que quand il est arrivé, c'était incroyable, quoi. C'était waouh, Sting à AEW, c'était vraiment l'événement. Que là, je commence à me dire, bon, Sting, si c'est pour prendre du temps pour rien faire, reste en coulisses. Parce que il y en a d'autres qui font la queue derrière. Bref, ils ont gâché Sting, clairement. Et ils sont en train de gâcher la rivalité Darby Allin contre Team Taz. D'après moi, toujours d'après moi. Des fois, il faut prendre le temps de rappeler que c'est d'après moi, parce que le fait que ça sorte de ma bouche ne suffit pas à rappeler qu'il s'agit de mon avis. Ensuite, Alex Marvez interroge Kenny Omega qui se trouve sur un green de golf. Il lui demande pourquoi il n'est pas en train de se préparer à son match de ce soir, parce que quand même ça va être un gros main event. On n'est même pas sûr qu'il s'entende bien avec son partenaire par équipe, donc Kenta. Omega répond qu'on parle de catch, qu'il a déjà prouvé qu'il était le meilleur de tous les temps dans cette discipline, et que du coup il n'a pas besoin de s'entraîner, qu'il est juste là pour être en communion avec la nature, pour se recentrer sur lui-même. Pendant ce temps-là, tu as Don Callis, là, le manager de Kenny Omega, enfin, en quelque sorte, le manager de Kenny Omega, qui écarte la balle que Kenny Omega vient de jouer, parce qu'elle est hyper loin du trou, et met une autre balle dans le trou, et du coup, quand Kenny Omega arrive et qu'il fait « Alors, je parie que j'ai gagné !» « Mais oui, t'as gagné, tu gagnes tout le temps, t'es génial !» Bref, j'aime beaucoup le dynamisme qu'ils ont tous les deux. Don Callis et Kenny Omega. Ensuite, évidemment, c'est l'avant-dernier match de la carte. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, déjà bienvenue. N'hésitez pas à suivre la page, à suivre la chaîne, et n'hésitez pas à vous abonner non plus pour avoir accès à des emotes personnalisés. Mais surtout, c'est pas là que je voulais en venir, mais surtout, la division féminine de AEW est très mal gérée. Elles ont presque systématiquement, je dis presque parce que la semaine dernière a été une exception, elles ont presque systématiquement l'avant-dernier match de la carte, qui est vraiment le match pause-pipi. C'est-à-dire que va y avoir le main event, donc envoyer un match qui n'est pas très important. Envoyer un match où les gens peuvent faire autre chose pour se préparer pour le main event. C'est systématiquement le match féminin. Et je dis le match féminin parce qu'il n'y a toujours qu'un seul match féminin sur la carte. Presque toujours. Et comme presque toujours aussi, il n'y avait pratiquement pas de vrai enjeu, j'ai envie de dire, parce qu'une seule de ces deux femmes est considérée sérieusement. Thunder Rosa. Ils ont fait... j'avais l'impression qu'ils avaient envie de faire un push à Layla Hirsch quand elle était... il y a quelques semaines. Parce qu'elle était vraiment présentée comme la prochaine grosse attraction de la division féminine. Et là, avant le match, Thunder Rosa a fait une promo très rapide disant j'ai le tournoi féminin que je compte bien remporter pour aller affronter Hikaru Shida. Et puis, j'oublie pas que j'étais championne de la NWA avant que Serena Deeb, qui est également dans le tournoi, me prenne ma ceinture. Donc, j'ai bien envie de me venger d'elle aussi. Et puis, j'oublie pas non plus que j'ai une rivalité avec Britt Baker. Et là, je me dis, ouais, d'accord, et Layla Hirsch, sa promo, son histoire, qu'est-ce qu'elle... Non, elle raconte rien. D'accord. Thunder Rosa a gagné. J'ai été très surpris. La division... Mais, au moins, la division féminine fait quelque chose en ce moment. Il y a ce tournoi, donc ça va quelque part. C'est quand même incroyable que AEW... Je veux dire, la WWE, c'est pas exactement... ils sont pas exactement exemplaires dans la façon dont ils traitent le catch féminin. Surtout en ce moment. Mais AEW a beaucoup à apprendre d'eux, quoi. Beaucoup. Et c'est dans très peu de domaines qu'on peut dire ça. C'est mon avis, c'est mon opinion. Je suis désolé si vous ne la partagez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en mettant vos messages en avant. Messages en avant que je lirai et auxquels je réagirai à la fin de ce récap. Ensuite, nous avons une interview de Jungle Boy où globalement il provoque Dax Harwood, donc de FTR, parce que FTR ont kidnappé Marco Stunt, le pote de Jungle Boy la semaine dernière, et partenaire par équipe de Jungle Boy la semaine dernière. Voilà.
Donc ça, j'ai mis un C. C, c'est vraiment la note de moyenne et c'est typiquement fait pour ce genre de segment. Et enfin, nous avons eu le main event qui a été excellent. Je peux pas... voilà. Là, il n'y a pas à tortiller. Donc c'était un match sans disqualification, false count anywhere, parce que c'était pas un match reconnu, c'était un match unsanctioned. Kenta a attaqué Jon Moxley avec cette fameuse mallette avant le début du match, ou dès le début du match, je sais plus. C'est très vite le bordel, ils vont dans le public. Kenta fait un GTS, un Go to Sleep, donc sa prise de finition qu'il a inventé sur Peter Avalon, qui était pas dans le match, mais bon, Peter Avalon qui est presque au niveau de Lynn Johnson. Gros niveau, gros niveau. Bref. Voilà, Peter Avalon, c'est ça, quoi. Battre Peter Avalon, ça justifie pas un discours. Bref. Kenta fait un go to sleep sur Peter Avalon. Lance Archer lance Kenny Omega dans, j'ai envie de dire, ce qui était un genre de lit de Peter Avalon. Dans le public, Peter Avalon a un lit en forme de cœur. Bref. Écoutez, voilà. Lance Archer a lancé Kenny Omega dedans. Jon Moxley et Kenta ont fini dans la cuisine de AEW. False Count Anywhere, ça veut dire que tu peux faire le tomber n'importe où. Donc, t'es pas obligé de finir le match dans le ring. Donc là, ils étaient dans la cuisine. Kenta a fait un DDT sur une table en inox. Une table, vous savez, les tables buffet roulantes, là, en inox, sur Jon Moxley. Ensuite, il lui a apporté une prise de soumission, mais Lance Archer est arrivé et a interrompu la prise de soumission avec un carton de patates. Là-dessus, Jon Moxley a pris une patate et a littéralement mis une patate dans la gueule de Kenta. Où était-ce Kenny Omega? Je crois que Kenny Omega était arrivé à ce moment-là et que les patates étaient dans la tronche de Kenny Omega. Il y a eu un spot qui était un peu sympa, c'est quand Lance Archer a essayé de faire un powerbomb à travers la table des commentateurs, mais Kenta s'en est dégagé et a fait un diving stomp, donc a sauté à pieds joints un niveau plus bas sur la table du timekeeper sur laquelle était Jon Moxley. Faut pas sauter à pieds joints sur le beat des gens. Faut pas faire ça. Ce que j'arrête pas de dire à Finn Balor, faut pas faire ça. Le match s'est terminé quand? Et là, je vais lire mes notes parce que je vais pas réussir à me rappeler de tout. Les Good Brothers sont intervenus pour aider Kenny Omega parce que, évidemment, ils vont intervenir. Ils attaquent Lance Archer. Jake Roberts, le manager de Lance Archer, qui est un ancien catcheur, veut intervenir. Il met une short hand clothesline. Globalement, tu attrapes ton adversaire comme ça et tu lui mets une corde à linge comme ça. À Carl Anderson, l'un des deux Good Brothers. Mais il se prend un uppercut de Doug Gallows, l'autre Good Brother. Kenny Omega menace de porter un V-trigger à Jake Roberts. Jake Roberts, qui est un catcheur retraité, qui est un vieil homme maintenant. Donc c'est, voilà, quel immonde enfoiré. Mais Jon Moxley intervient, il revient avec sa batte, avec du barbelé autour, et il met un coup à chacun des Good Brothers et à Kenny Omega. Mais Kenta revient dans le match et porte un go-to-sleep sur Jon Moxley. Et du coup, Lance Archer se retrouve tout seul contre les Good Brothers et Kenta et Kenny Omega. Du coup, c'est difficile. Il se prend un Magic Killer des Good Brothers, donc leur prise de finition. Un V-Trigger de Kenny Omega, suivi d'un One Winged Angel, la prise de finition de Kenny Omega, dont personne ne s'est jamais sorti. Avec l'aide des Good Brothers, il n'arrivait pas à soulever Lance Archer, et du coup, les Good Brothers ont aidé Kenny Omega à soulever Archer à soulever Archer pour lui faire le One Winged Angel. Et donc Kenny Omega a gagné le match comme ça. Et après le match, Kenta s'en est un peu pris à Jon Moxley en plus. Bref, c'était énorme. Je fais exprès de dire que personne s'est sorti du One Winged Angel parce que j'adore voir les gens dire si Kota Ibushi, si. Ça me fait, c'est parce que Kenny Omega vend vraiment ça. Enfin, à la base. C'était vraiment l'histoire du One Winged Angel, c'était vraiment que personne ne s'en est sorti. Et là-dessus, des gens ont fait remarquer que si dans un match, dans la promotion, dans la fédération DDT au Japon, je crois que c'est Kota Ibushi, je dis pas une connerie, c'est sorti du One Winged Angel. Et du coup, c'est devenu une espèce de
d'anecdotes de nerds du catch que, alors si je peux me permettre, une personne s'est sortie du One Winged Angel, si je peux me permettre. Mais du coup, tout le monde le sait. Et du coup, il joue vachement la carte du personne ne s'est sorti du One Winged Angel pour que tout le monde dise si tout de même une personne, si tout de même. Et à mon avis, ils insistent là-dessus parce que ils prévoient un match retour Kota Ibushi contre Kenny Omega, un de ces quatre, où Kota va se prendre le One Winged Angel et ne pas s'en sortir. Et ça va être vraiment très très cool. Bref. On va passer au tableau et on va remplir le tableau avec les éléments, avec les notes de Dynamite. Et pendant cette période de temps, vous allez pouvoir mettre vos messages en avant et je les lirai, j'y répondrai, j'y réagirai après ça. Et après ça, ça sera fini. Vous n'aurez plus l'occasion de poster des messages, donc n'hésitez pas. J'ai mis C- au match Darby Allin contre qui hop là. Je mets des petits codes de couleur pour la notation des matchs de championnat qui me servent pour d'autres aspects du tableau que vous ne voyez pas. Que vous voyez, comment dirais-je, ponctuellement, quand vous me posez des questions à ce sujet. Contre Joey Janela, t'es où Joey? Ah ben il est là, évidemment, il n'a rien fait de l'année encore. Ensuite, Cody... Ah oui, ça c'était fantastique. Cody et Lee Johnson. Alors attendez, parce que là du coup, il va falloir... Lee Johnson, il n'a rien fait non plus, je crois. Ah, pourtant il est pas là. Ah non, il a dû avoir un match, il a dû perdre un match. Ou alors je l'ai mis dans une rivalité avec quelqu'un. Ah là 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 là. Ah, je suis désolé, parce que je les ai rangés par storyline, pour que ce soit plus simple. Le problème, c'est que AEW, c'est loin d'être simple. Bon, là, pour le coup, je vais chercher, hop là, avec la fonction rechercher du tableau. Hop là, Lee Johnson, il est là. Avec Cody. Qui... Merde. Cody qui... Ah, au secours! Au secours, c'est le bordel! Cody qui n'a pas d'histoire, mais qui en même temps a 50 histoires. Ah, voilà, je l'ai mis ici. Ah, je l'ai mis dans sa rivalité avec Shaquille O'Neal. Si vous arrivez, si vous suivez pas le catch, je parle bien de ce Shaquille O'Neal. Donc, Cody et Johnson contre Peter Avalon, qui lui n'a pas de storyline. On est bien d'accord là-dessus. Peter Avalon, il va être dans les gens qui n'ont pas d'histoire. Un SMS. Génial, j'ai le droit à des lunettes. Peter Avalon. Il est là. Trouvé. Et César Bononi. Mais qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux que je foute César Bononi? Au secours. Est-ce qu'il est seulement sur mon tableau? Oui, il est aussi. Ok, super. Ça permet de gagner du temps de ranger les trucs par storyline ou pas? Ensuite, on a... Ah oui, pardon, il y avait Arn Anderson dans les managers. Et alors ensuite, on a eu le segment de la gênance absolue avec Lee Johnson. Où est-il? Je l'ai là. Lee Johnson, mais vraiment il n'y a que lui qui a parlé. Je vais mettre 8 à Tony aussi, Tony Schiavone, et je vais mettre 8 à tous les gens qui étaient là en périphérie. Donc nous avions Dustin Rhodes, Dustin? Oui, Dustin Rhodes. Je confonds lui et le nom de son père, parce qu'il y a un Dusty Rhodes et un Dustin Rhodes, qui sont pas du tout la même personne. Arn Anderson, Cody, et je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Ok, ensuite on a eu le match Pac contre Ryan Nemeth. Donc ça, pareil. Non, Pac, il a une rivalité. Il est plus ou moins dans le mix là, voilà, ici. Pac avec Ray Phoenix dans un rôle de manager. Où es-tu, Ray? Où est ma Ray? Elle est là. Fantastique. Contre Ryan Nemeth, qui lui par contre n'est personne, donc il va aller ici. Les gens qui n'ont pas d'histoire, je devrais les ranger par ordre alphabétique. Ce serait plus simple. Ryan Nemeth, ici. Voilà, fantastique. Ensuite, tout le bordel avec MJF et Jericho contre The Acclaimed avec l'Inner Circle aux abords du ring. J'ai mis un C à ce match. MJF... Ah, un petit bug, on aime bien. MJF et Chris Jericho ici contre The Acclaimed. Je vous rappelle que vous pouvez encore mettre vos messages en avant. Maintenant, j'imagine que ceux qui voulaient le faire l'ont fait depuis très longtemps.
mais vous avez encore un petit peu de temps si vous le désirez. Jake Hager, du coup en manager, nous avons Jake Hager, nous avons Santana et Ortiz, et nous n'avons pas Sammy Guevara, qui n'était pas là à ce moment-là, mais nous avions Wardlow. Et ensuite, nous avais eu le segment auquel j'ai mis un A, avec tout l'Inner Circle. Allez, cadeau A pour tout le monde. Parce que c'est moi qui... Excusez-moi, je veux cadrer mon truc. Voilà. 17 pour Sammy Guevara, parce que je mets 17 à tout le monde, parce que je pense qu'ils ont tous apporté quelque chose à différentes échelles à ce segment-là. Ensuite, nous avons eu le segment tout à fait pourri entre Sting, Darby Allin et compagnie. Sting, Darby, qui était dans un sac, Ricky, Taz, j'imagine qu'ils étaient tous là, j'ai pas fait gaffe. Ensuite, ensuite le match féminin. Leyla Hirsch contre Thunder Rosa. Et enfin, le main event auquel j'ai mis un A de Kenta et Kenny Omega avec Don Carlos et les Good Brothers contre John Moxley et Lance Archer accompagné de Jake the Snake Roberts. Bram, les points bonus, et après ça je passe à vos messages et il sera plus que temps d'aller déjeuner pour ceux qui ont l'intention d'aller déjeuner. J'ai mis 3 points à Sammy Guevara, évidemment il donne son nom au live. J'ai mis 2 points à Kenny Omega parce qu'il a gagné le main event et je l'ai trouvé vraiment très cool. J'aime beaucoup Kenny Omega dans son nouveau rôle de heel arrogant, insupportable. Et j'ai mis 1 point à Lance Archer parce qu'il faut bien mettre 1 point à quelqu'un. Et j'hésitais entre lui et Moxley. Et écoutez, ça a fini sur Archer. Et à partir de là, on ne prend plus les messages. À partir de là, c'est terminé. Donc, allons-y. Nous allons lire et répondre et réagir à vos messages. Évidemment, il y en a un certain nombre. Et c'est parti. Concernant Dynamite, El Idolo Gomez me dit... Attendez, excusez-moi, parce que le message d'Eli de Gomez, il faut que je me prépare. Ok. Je m'interromps pas avant d'avoir fini ton message. Alors, question concernant AEW que je pose maintenant parce que je ne pourrais pas être là après. Penses-tu qu'il serait une bonne idée pour AEW de faire un deuxième show hebdomadaire uniquement consacré aux équipes afin de laisser plus de place à ces dernières pour toutes s'exprimer et de laisser plus de place sur Dynamite pour la division féminine par exemple? Non, je pense pas que ça soit nécessaire. Je pense qu'ils bookent mal leur division féminine et que ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils n'auraient pas assez de temps. Je pense que ils ont juste trop de monde. Ils n'ont pas besoin de plus de temps, ils ont besoin de mieux l'organiser, je pense. En particulier concernant la division féminine. Alberich85 me dit « Il a gagné un tournoi chez New Japan Pro Wrestling pour avoir le droit à un match de championnat pour le titre US. » J'imagine que tu parles de Kenta. Ok. C'est plus ou moins ce que j'avais compris. Merci pour ces précisions. Trish Selujno me dit « J'ai une question. Est-ce que tu trouves que chez AEW, depuis le décès de Brody Lee, est-ce que tu trouves qu'il y a un vide à AEW Dynamite ?» Non, parce que le Dark Order a su rebondir à ça en devenant face, et du coup, ils ont changé complètement de gimmick, c'est plus les mêmes personnages, et du coup, il n'y a pas un trou à la place de... Il n'y a pas un trou en forme de Brody Lee, quoi, dans le Dark Order. Et en plus, ils ont tellement de monde, ils ont tellement de catcheurs qui ont à peu près le même profil, que... il n'y a pas le temps de ressentir un manque, quoi. Il n'y a pas la place pour ressentir un manque. Maintenant, il était génial et ce serait... Voilà, Dynamite bénéficiait beaucoup de sa présence. Maintenant, je peux pas vraiment dire qu'on ait l'impression qu'il manque quelqu'un. Autant, tu vois, dans la division féminine de la WWE, il y a un moment donné, Becky Lynch n'était pas là parce qu'elle était enceinte, Charlotte Flair n'était pas là parce qu'elle devait se faire opérer, ou je sais plus. Et là tu ressentais un manque. Quand tu vires 2 méga stars d'une division qui en compte qu'une dizaine, d'une division qui compte qu'une dizaine de participantes, là tu sens qu'il y a une absence qui craint. Brody Lee, il manque, mais
pas au point que son absence distrait l'attention. Je sais pas si c'est français. Schlop FR me dit, sur toutes les légendes utilisées à AEW, je trouve que Sting est celui le plus mal utilisé. Es-tu du même avis? Je trouve que c'est celui qui a été le plus gâché. Parce que les autres, c'était pas... ils en ont pas fait tout un spectacle, quoi. Ils ont pas célébré ça comme oh mon Dieu, c'est Arn Anderson! Oh mon Dieu, c'est Tully Blanchard! Là, c'était vraiment... Sting à AEW, c'est incroyable. Et c'est celui qui fait le plus rien. C'est effectivement celui qui a la place à laquelle je le vois le moins. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que oui. Je trouve que c'est surtout les légendes qu'ils ont utilisées à AEW, c'est celui qui est le plus mal utilisé. Boss Razor 442 me demande, pour le segment avec Hangman Page, lorsque Matt s'adresse à la caméra, on peut voir Page jeter le contrat de Matt et le remplacer avec le sien. L'avais-tu vu? J'avoue l'avoir raté lors du premier visionnage. Ah non, j'ai pas vu ça! Ah, du coup, c'est cool. Je vais peut-être revoir ma note un peu à la hausse, alors. Je vais revoir le segment, et si c'est effectivement ça, je vais revoir ma note à la hausse, parce que du coup, c'est cool. C'est cool qu'Hangman Page soit plus malin que... ça fait un peu Bugs Bunny, mais j'aime bien. Swifty me dit « Salut Lynx, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Que penses-tu du run de Matt Hardy chez AEW? Je le trouve catastrophique. Je ne regarde pas l'émission, mais au vu des différentes reviews que je regarde, ça n'a pas l'air fameux. As-tu des idées pour son futur? J'aime bien son personnage de Big Bunny Matt. Il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, un peu en mode je suis Matt Hardy, je change de personnage, et voilà, aujourd'hui, Matt Hardy plombier. Mais ce personnage-là peut fonctionner. Maintenant, j'attends de voir. J'attends de voir, mais depuis qu'il est c'est un des rares... lui et Miro/Rousseff, c'est deux catcheurs qui, je trouve, qu'ils s'en sortaient mieux à la WWE. Même Rousseff. Vous allez me dire, ah, mais à la fin, Rousseff, oui, mais au début, Rousseff. C'est-à-dire que si tu compares les 6 premiers mois de Rousseff et les 6 premiers mois de Miro, il n'y a pas photo. Hein. Bref. Ensuite, je vois pas Miro arriver à WrestleMania avec un tank, quoi, si tu veux. Aldebaran me dit « Salut Lynx, j'espère que tu vas bien. J'ai 2 questions. Vas-tu faire des pronostics avec l'ami Sturi et une plus sérieuse? Selon toi, comment rendre la division féminine d'AEW plus crédible ?» C'est pas prévu que je fasse des pronostics avec Sturi, désolé. Comment rendre la division féminine d'AEW plus crédible? C'est pas compliqué, en leur faisant raconter des histoires, en la traitant comme la division masculine, comme la division par équipe, comme toutes les autres divisions. C'est aussi simple que ça. Construis des rivalités, construis des histoires, construis des trucs. Leila Hirsch, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut, d'où elle vient. En fait, un truc que je me suis dit, quand tu évoques un nom de catcheur, s'il n'y a aucun nom qui te vient d'emblée, dans le même esprit, si tu veux, c'est que c'est quelqu'un qui est mal utilisé. Par exemple, si je te dis Sasha Banks, d'emblée, t'as pensé à un truc. T'as peut-être pensé Bayley, t'as peut-être pensé Charlotte Flair, si t'as suivi la rivalité qu'elles ont eue pendant longtemps entre toutes les deux. T'as peut-être pensé Carmella, si t'es vraiment plus récent, mais t'as pensé à un nom. Si je te dis Leila Hirsch, si t'as pensé à un autre nom, d'emblée, comme ça, pouf, auquel tu associes directement quelqu'un, non. Si je te dis, voilà, moi si on me dit Batista, hop, Triple H, direct, d'emblée. C'est pas frais, c'est pas le... Voilà, mais il y a un nom, il y a une rivalité, il y a quelque chose, il y a une histoire. Ça m'évoque quelque chose, ça m'évoque un contexte. Que si tu me dis... Shana, bon, je te dis future championne de AEW, mais... Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, quoi. Tu me dis Yuka Sakazaki... Même si tu me dis Nyla Rose, j'arrive pas à te dire oui, Nyla Rose, bam. Je vais pas te dire. Là, en y réfléchissant un peu, je te dis Hikaru Shida, mais il a fallu que je réfléchisse. Parce que je dis oui, c'est vrai. Hikaru Shida, elle a battu Nyla Rose pour le titre de AEW. Ça fait tellement une éternité qu'on n'a pas revu Nyla Rose que ça s'évade, quoi. Ça se. Tu me dis Lana, je te réponds Nia Jax. Tu me dis Asuka, je te réponds Charlotte Flair. Tu me dis Rhea Ripley, je te réponds aussi Charlotte Flair. Faut pas que je sois trop sarcastique avec Charlotte Flair. Il y a des gens qui n'aiment pas la façon dont je parle de Charlotte Flair. Tu me dis Candice LeRae, bon, je te réponds Johnny Gargano. C'est le truc avec lequel je l'associe. Enfin, tu vois, histoire, juste des histoires. C'est tout ce qu'il faut.
Val020002 me dit salut Lynx, comment vas-tu? Je vais toujours très bien depuis la dernière personne qui m'a posé la question. Vous êtes très poli, ça fait plaisir. Je ne sais pas si je serai là après, donc je te pose la question maintenant. Est-ce que tu... Ça sert à rien parce que je réponds à la question toujours au même moment. Vous êtes nombreux à me dire ça. Est-ce que tu aimes ce qu'il se passe dans l'Inner Circle et que cela prenne du temps? Et que prévois-tu avec cette faction lorsque MGF aura réussi son coup? J'adore ce qui se passe avec l'Inner Circle en ce moment. C'est peut-être ma storyline préférée à AEW en ce moment. Je pense qu'à terme, MGF va devenir le... Là, tel que je vois le truc se profiler, MGF va devenir le champion de... Enfin, le leader de l'Inner Circle. Il va probablement encore virer des gens. Il va peut-être même virer Santana et Ortiz. À la fin, il ne restera plus que lui, Wardlow et Jake Hager. Parce qu'évidemment, il va virer Chris Jericho. Et à la fin, ça fera un Inner Circle qui n'a plus rien à voir avec l'Inner Circle du début. Et Sammy Guevara et Chris Jericho vont peut-être refinir en équipe parce qu'ils s'aiment vraiment beaucoup tous les deux. Je vois un truc dans ce goût-là. Mais j'ai hâte de voir ce que eux ils ont prévu. Parce que eux, c'est leur métier, c'est pas le mien. Odinium00 me dit salut Lynx, c'était pour savoir quelle est ton équipe et ton catcheur préféré de AEW. En termes d'équipe, Jurassic Express. C'est les premiers qui me sont venus. Et je pense que c'est une bonne réponse. Parce que je continue d'y réfléchir, je continue de passer des équipes en revue dans ma tête, mais c'est le premier truc qui m'est venu, et c'est... Ouais. Et mon catcheur préféré à AEW, le premier nom qui me vient, c'est Hangman Page. J'aime beaucoup Pac aussi. Mais Hangman Page, il est un personnage plus intéressant. Je pense que c'est Hangman Page. Ensuite, Chronos me dit « Salut Lynx, qu'est-ce que tu penses du Dark Order? Personnellement, je les adore, mais ça me gonfle qu'ils ne soient pas plus mis en avant et pas plus crédibles en tant que groupe. Ils gagnent tout le temps à AEW Dark, mais perdent tout le temps à Dynamite. C'est dommage. Je regarde pas Dark, j'ai pas le temps, et puis c'est typiquement ce que j'aime pas dans AEW, c'est-à-dire des noms établis contre des jobbers, et les noms établis gagnent. Oh, belle histoire. J'aime beaucoup le Dark Order. Il y a vraiment beaucoup de monde à AEW, ils ne peuvent pas mettre en avant tout le monde tout le temps. Et du coup, il faut qu'ils fassent des choix. Le Dark Order a été énormément mis en avant l'année dernière. Ils sont un peu en retrait. C'est pas grave. Tant mieux. Tant mieux. Et si ça leur arrive de perdre relativement souvent, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas toujours perdre. Ils peuvent faire un retour, ils peuvent faire... la roue peut tourner. Donc non, moi ça me dérange pas plus que ça. Mais j'aime beaucoup leur gimmick, j'aime beaucoup le fait qu'ils soient devenus, des faces. Je trouve ça très très cool. Oh putain de merde, c'est quoi ton pseudo? Clat Big Boy me dit salut Lynx avec un Y. Il doit y avoir des concours de ratage de mon pseudo. Donc Lynx, L majuscule INKS. Salut Lynx, me dit-il, excuse-moi. Tu as dit qu'il y a plusieurs mois que tu appréciais Eddie Kingston au micro, mais moins sur le ring. Vu que maintenant tu en parles comme étant la révélation de l'année 2020, est-ce que tu as changé d'avis sur ses capacités in-ring? Mon Dieu, un anglicisme. Passe une bonne journée. Merci beaucoup, toi aussi. Non, pas spécialement. Je dis pas qu'il est mauvais sur le ring, je dis qu'il est... je dis qu'il est correct quoi, sur le ring. Il est bien. Il peut raconter une histoire sur le ring. Mais au micro, il est excellent. Au micro, il est brillant. Et du coup, ça suffit à faire de lui la révélation de l'année parce que il construit un personnage, quoi. Il construit une histoire. Il n'y a pas besoin d'être bon partout. Il y a juste besoin d'être... juste besoin de convaincre le public de ce que tu es, de l'histoire que tu veux raconter. Et pour moi, Eddie Kingston le fait très bien. Et il n'a pas besoin d'être... il a pas besoin d'être Daniel Bryan pour ça, quoi. Il n'a pas besoin d'être un technicien de malade pour ça. Voilà, j'espère que mon avis est plus clair. Concernant le catch en général, Pablo DBST me dit « Tu ne dis plus ton niveau de hype pour les PPV sur une note de 1 à 10. À quel point... non, parce que je trouve ça... ça veut pas dire grand-chose. À quel point NXT TakeOver Vengeance Day te hype? Pour moi, c'est un 8. Et ne t'inquiète pas, j'allais m'abonner de toute manière. » Merci beaucoup. On est dans la fourchette positive, donc oui, 8 peut-être. Peut-être 8. Peut-être 7. Peut-être 10. Je ne sais pas.
Je suis hypé. J'ai hâte de voir ce show. C'est difficile d'évaluer ce genre de choses. Donc je le faisais en termes de, je le faisais en termes de gimmick d'émission, quoi, si tu veux, mais c'est un peu comme les notes dans les NMT, ça veut rien dire. Ted Jacket me dit: Yo Link, c'est la première partie du côté japonais du tournoi féminin étant prévue pour être diffusée sur YouTube lundi très tard le soir avant la diffusion d'Euro. Comptes-tu la regarder et en faire la review? Non. La regarder peut-être, mais en tout cas j'en parlerai très, très succinctement dans AEW, dans mon récap d'AEW Dynamite. Probablement pour dire, hey, la division féminine, elle est bien traitée, la moitié du tournoi a lieu sur YouTube. Ouais. Je sais pourquoi ils le font sur YouTube, parce qu'ils n'ont pas la même capacité de production au Japon qu'à Dynamite. Mais si t'as pas la capacité de production, si t'as pas le potentiel, fais ton tournoi aux États-Unis. C'est pas grave si la moitié des concurrentes sont pas japonaises. C'est pas grave. Surtout qu'ils disent côté japonais, côté américain. Il n'y a que la moitié du côté américain qui est américain, alors que le côté japonais, elles sont toutes japonaises. Je sais, elles habitent aux États-Unis. Le tournoi a lieu aux États-Unis. N'empêche que là, aujourd'hui, on a vu une Russe et une. Enfin, je sais pas si elle a eu la nationalité américaine, ça me regarde pas, j'en ai rien à foutre. Mais elle porte un drapeau russe sur son costume contre une Mexicaine. Bref, ils font ça n'importe comment. Ça me gave. Donc voilà. C'est probablement ce que je dirais si tu as envie de savoir mon opinion. Gulliver Channel, salut Links, tout d'abord merci de m'avoir fait découvrir le catch, grâce à toi j'ai une nouvelle passion à regarder et à pratiquer. Oh, je m'entraîne en club depuis 2019 maintenant, mais félicitations à toi, si j'avais un tout petit peu de courage, je le ferais. Et probablement plus que du courage, je pense qu'il faut que j'affronte, pas bref. Ensuite ma question serait, si un PPV commun entre AEW et d'autres fédérations telles que Impact, ROH, Ring of Honor ou même la New Japan devait avoir lieu, est-ce que cela te hyperait? Très modérément. Oui, parce que je sais que le catch serait excellent. Oui, parce que je suis AEW, du coup, je connaîtrais la moitié des gars. Je connaîtrais probablement pas mal l'autre moitié aussi, parce que je suis un peu ce qui se passe vraiment très très superficiellement dans le catch à travers le monde. Maintenant, un PPV qui me hyperait énormément, ce serait un PPV AEW contre WWE. Ça n'arrivera jamais. Mais waouh! Waouh! John Moxley contre Roman Reigns, head of the table. Waouh. Je veux ce match. Je veux ce match. Chaque parcelle de mon corps veut ce match. Kenny Omega contre Drew McIntyre. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir un Fatal 4-Way Darby Allin, Ricochet. Qui on peut jeter d'autre là-dedans je sais pas. Lance Archer contre Keith Lee, allez-y. Mais voilà, là, voilà, ça me hyperait vraiment beaucoup. Mais ça n'arrivera jamais. Ted Jacket me dit, je pense que les Bucks vont perdre leur titre contre PPA, d'accord. Il s'appelle plus Proud and Powerful, il s'appelle Santana et Ortiz, je crois. La semaine prochaine, avec une intervention des Good Brothers qui tourne mal, point d'interrogation. Un match Y2MJF contre PEP. Arrête d'inventer des noms pour les équipes par pitié. Donc un match un match Chris Jericho et MJF contre Santana et Ortiz à Révolution ferait bien plus de sens que les Bucks qui n'ont pas d'histoire avec Jericho et MJF. Donc on ne dit pas faire sens en français, on dit avoir un sens, si je peux me permettre. Je sais que c'est insupportable, les gens qui corrigent le français de... Je sais, et je m'en veux de faire ça. Et en même temps, je me dis, si je peux le faire, la personne en face, elle l'entend, et la prochaine fois qu'elle dira... et d'ailleurs, vous êtes 176, ça veut dire qu'il y a 176 personnes qui vont entendre « Ah bon, faire sens, ça ne se dit pas ?» Non, faire sens, ça ne se dit pas. C'est une traduction très mauvaise de « to make sense » en anglais. En français, on dit « avoir un sens ». Voilà. Cela étant dit, je suis entièrement d'accord avec toi. J'espère que Santana et Ortiz vont gagner la semaine prochaine et qu'ils iront affronter Chris Jericho et MJF pour finir de détruire l'Inner Circle. Je suis d'accord avec toi. J'ai envie que ça arrive, je suis pas sûr que ça va arriver parce que je pense qu'ils ont envie que les Young Bucks restent champions. Remarque, comme ça les Young Bucks auront un os à ronger avec les Good Brothers aussi. Je pense que c'est une très bonne idée. Je pense qu'ils devraient le faire. Je suis pas sûr qu'ils vont le faire, mais je pense qu'ils devraient. DP Darkangel 13 me dit « Bonjour Lynx, désolé pour le retard, mais ma question concerne NXT. Que penserais-tu d'un run de Edge à NXT pour qu'il apporte sa notoriété pour booster les ratings de NXT ?»
Pourquoi pas? Si l'argument c'est booster l'audience, je suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce que je pense pas que je pense pas que ça marchera. Je pense que ce qui pourrait booster l'audience de NXT, c'est tout con, mais arrêtez de faire ça le mercredi soir. Arrêtez de faire ça en concurrence avec Dynamite, c'est complètement débile. S'ils le faisaient pas en même temps, les deux émissions en sortiraient grandies. Mais bon. Un run d'Edge à NXT, pourquoi pas, mais pas pour booster l'audience. Et puis, ça me semble pas nécessaire. Swifty me dit salut Lynx, dis-moi, ça fait combien de temps que nous n'avons pas eu une si mauvaise semaine de show hebdomadaire? Avec un peu de chance, SmackDown sera bon. Petit fantasy booking, qu'est-ce qui ferait que le show est bon? Ouverture avec Sonya Deville et Stephanie McMahon qui viennent féliciter pour l'annonce d'un match Elimination Chamber pour le titre universel. Je vois que nous sommes sarcastiques, Swifty. Effectivement, nous allons voir sur le tableau que c'est une des pires semaines qu'on ait eues. C'est la première fois que AEW et NXT et Dynamite ont un show moyen. Raw a été catastrophique, donc je vous ai dit, deuxième pire show de l'année pour le moment. NXT UK peut encore être très bien, SmackDown peut encore être très bien. SmackDown est très bien régulièrement, donc je me fais pas trop de soucis. 205 Live peut être très bien aussi. Donc la semaine peut ne pas être totalement gâchée. Mais effectivement, ça part pas gagnant. Excusez-moi, je reviens sur... voilà. Qu'est-ce qui ferait un... Mais SmackDown est souvent très bon, une bonne promo de Roman Reigns comme il sait les faire. Continuer de pusher Cesaro et Shinsuke Nakamura. Il se passe plein de bonnes choses à SmackDown, donc je me fais pas trop de soucis. Ensuite, une question de Sprit ou SPRVT. Je crois que c'est SPRVT. Mais si tu n'as pas le temps de regarder la New Japan, est-ce que tu as déjà vu les matchs de cette promotion? Si oui, lesquels? Non. Sir Lear me dit, je trouve qu'à NXT, il manque vraiment de poids lourd. Les matchs Lee et Dijakovic me manquent. Je suis pas spécialement d'accord parce que il reste Karrion Kross. Il reste, quand tu dis poids lourd, tu veux dire au niveau du poids, au niveau le poids qui se calcule en kilogrammes. Il reste Bronson Reed. Il reste... je vais regarder sur mon tableau. On va regarder sur mon tableau ensemble. Ouais, faisons ça. Alors... Donc Karrion Kross, je le mettrai dans les poids lourds. Austin Theory, il est pas énorme. Effectivement, il y en a plus beaucoup. Il reste Killian Dane, mais bon, il est dans la division par équipe. Raquel Gonzalez. Rhea Ripley elle est tout le temps là parce qu'on l'a toujours pas revu. Je crois qu'elle sera, si j'ai bien compris, elle sera à SmackDown cette semaine, Rhea Ripley. Il y a intérêt. Mais le Dapaketo, là, le gars de Raw Underground, il était pas censé... Ah non, c'est vrai qu'il était pas... Il est à Raw maintenant. il est tellement partout à Raw, il est tellement inesquivable sur Raw, j'invente des mots, que voilà, j'avais oublié qu'il y était. Bref, Osef, on s'en fout, pardon. Et SchlopFR me dit, comment imaginerais-tu une storyline avec toi en catcheur, avec la WWE ou l'AEW? Alors, j'imagine que je serai dans à la cantoche et qui se servirait jamais de moi, d'une part parce que je suis pas du tout gaulé comme un catcheur, et de deux parts parce que je suis français et que je parle anglais comme un français. Donc voilà. Maintenant, si on se place dans une réalité parallèle où il se trouve que je serai gaulé comme un catcheur et il se trouve que je parlerai anglais couramment, il ferait toujours rien avec moi parce que je serais toujours français. Voilà, les catcheurs choisissent pas l'histoire qui vit. Donc voilà, je peux pas répondre à ta question, je suis désolé, parce que ta question n'a pas vraiment de sens. J'espère que j'ai fait comprendre pourquoi.
Merci à tous d'avoir suivi ce live qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Je pense qu'il va falloir que je prévoie que les lives de jeudi commencent à 13h plutôt que 12h30 ou midi. Mais merci à vous d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui ont suivi la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire que vous encouragez ce que je fais. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Je réfléchis à plus de contenu comment dirais-je, pour diversifier un peu ce qu'on fait ici, pour rendre ça plus sympa, interactif. Plus interactif. Notamment les pronostics de ce midi, je vais essayer de trouver le moyen de vous mettre une option de sondage dans les commentaires, dans le chat. Donc on pourra faire ça. D'ici à samedi où on va se revoir pour parler de NXT UK, de 205 Live et de SmackDown, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous souhaite un bon après-midi, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut tout le monde.